Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet atelier d'échange sur le réaménagement des rues Saint-Olivier et Philippe Dorval. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici ce soir. C'est une belle soirée. Merci d'avoir pris ce temps de venir faire du travail citoyen pour améliorer ces rues-là. Donc, je me présente. Je suis Christina Bouchika. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. J'ai le plaisir d'être votre animatrice ce soir. Et l'atelier de ce soir, c'est en mode hybride. Donc, on a une trentaine d'inscriptions en salle et on a également une quarantaine d'inscriptions en ligne. Donc, je suis accompagnée par ma collègue Héloïse Gaudreau qui va animer la partie en ligne. Donc, vous allez pouvoir, les gens en salle, les gens en ligne, assister à la même présentation qui va être également enregistrée et va être versée par la suite sur la page du projet. Après, les ateliers vont se dérouler ici autour des tables, puis en sous-groupe en ligne. Et par la suite, on va se retrouver tout le monde en plénière pour mettre en commun nos idées. Là. Donc, on va alterner rendu là pour pouvoir faire un petit résumé là, des discussions autour des tables. Comme je disais, je vous informe que la séance ce soir est enregistrée pour être visionnée par la suite, ainsi que la présentation qui va être vous présentée ce soir. Ils vont être tous les deux versés au cours de la semaine sur la page Internet du projet. Donc, pour les gens en ligne, si vous voulez, pour l'instant, fermer vos caméras et les micros. Comme ça va améliorer la qualité de l'enregistrement et par la suite, on va vous inviter de les rouvrir lors des échanges en sous-groupe. Donc, prière pour les gens en ligne de garder vos caméras et vos micros fermés. Alors, je profite pour saluer tous les gens qui sont joints à nous en ligne. Bonsoir tout le monde. Et on va pouvoir avoir une interaction un peu plus tard. Je présente également donc Madame Héloïse Gaudreau. Peut-être dire un bonjour, voir si on entend bien. Bonsoir tout le monde, je suis Héloïse Gaudreau, conseillère en consultation publique. C'est moi qui s'occuperai de la portion d'animation en ligne. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, très bien. On voulait faire un test parce que avant de céder la parole à Madame Mélissa Coulombe-Leduc pour le mot d'introduction, je vais vous présenter également les autres personnes qui m'accompagnent ce soir. Donc, tout d'abord, pour l'instant, en ligne, Madame Mélissa Coulombe-Leduc, qui est votre conseillère municipale du district du Cap-aux-Diamants et également membre du comité exécutif. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'ai également à côté de moi M. Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif, responsable des dossiers de transport et mobilité active. Donc, c'est surtout à ce titre qu'il est là ce soir, mais il est également fier conseiller du district Saint-Roch-Saint-Sauveur. Alors, parfait. Et j'ai également avec moi M. Jean-Philippe Simard, qui est conseiller en planification des transports au service de la planification et de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour, bonsoir. Donc, c'est mon collègue Jean-Philippe qui va vous faire la présentation du projet tout à l'heure. Alors, on a également d'autres personnes ressources. Je nommerai pas tout le monde ce soir. Si jamais ils ont besoin d'intervenir, on va vous les présenter. Ou peut-être je vais le nommer rapidement. Là. Donc, c'est M. Frédéric Dumas, qui est ingénieur au service du transport de la mobilité intelligente, qui est ici avec nous ce soir. On a Monsieur Jean-François Canac. Oui, hein, c'est pas grave. C'est parce que je me suis trompée une fois, puis là, je me suis dit, je ne vais pas me tromper. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe. Alors, je suis désolée, Jean-François Martel Castonguay. Bonsoir. Et on a également avec nous Mme Sophie Tremblay-Gratton, qui est en ligne. On a également avec nous ce soir donc nos deux techniciens qui sont très compétents et présents, M. Marc-Antoine Fortin et M. Michael Morin. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Mme Mélissa Coulombe-Leduc pour le mot d'introduction. Par la suite, je vais revenir avec le déroulement. Alors, Mme Mélissa Coulombe-Leduc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Christina. Bonsoir à toutes et à tous. Contente, on est de voir, on est une bonne, je pense que vous avez une trentaine de personnes en salle, donc on est une bonne cinquantaine au total ce soir là, pour parler du réaménagement des rues Saint-Olivier, entre Salaberry, Philippe Dorval et de la rue Philippe Dorval. Donc, moi, je vais utiliser ce soir la fonction hybride à son maximum.
C'est-à-dire que je commence pour des raisons de conciliation travail-famille en virtuel. Et désolée pour le bruit de fond. Et je vais transiter en cours de soirée en salle avec vous là, à Lucien-Bas. Donc, je veux vous remercier pour votre temps, votre disponibilité ce soir pour participer à l'atelier d'échange sur les rues que j'ai mentionnées pour le réaménagement qui est prévu en 2024. On va vous soumettre ce soir des scénarios différents, des propositions pour le réaménagement des rues. Mais ce n'est pas des propositions qui sont fixes, vous allez voir. Donc, c'est des scénarios différents, mais il y a de la marge de manœuvre pour qu'au final, ce qui va être retenu finalement en discutant avec vous se retrouve en quelque part entre ces différents scénarios-là. Donc, c'est vraiment pour alimenter nos discussions, nos réflexions. Sur la base aussi d'un sondage qui a été réalisé, là, comme les équipes vont vous le présenter, à l'automne, je pense, 2021 ou printemps 2022. Et donc, l'idée aussi, c'est de tenir compte des réalités de notre quartier. On sait qu'il y a plusieurs des déplacements qui se font en déplacement actif. Donc, comment on est capable, considérant la morphologie de nos quartiers, de venir améliorer la sécurité des gens qui se déplacent en mobilité active. Puis, dans quelle mesure on est capable de profiter du réaménagement de ces rues-là pour venir verdir nos rues, considérant qu'on est le quartier avec la plus faible canopée dans toute la ville de Québec avec 10 %. Puis, dans quel aussi, donc bref, considérant l'emprise publique qu'on a, puis considérant ce à quoi on aspire, dans le fond, comme résident de Saint-Jean-Baptiste, comment on est capable de faire concilier tout ça avec le besoin là, qui reste en stationnement sur rue. Donc, le maire dit souvent que choisir, c'est renoncer. Donc, on va être devant un exercice ce soir qui va nous amener à tendre éventuellement vers des choix. Et je pense quand même qu'il faut qu'on garde à l'esprit que les choix qu'on va faire vont avoir un impact sur notre communauté, sur la capacité aussi, je pense, ultimement, d'amener notre quartier à être capable de faire face au changement climatique, que ce soit pour lutter contre les îlots de chaleur ou on sait que quand c'est bétonisé, les sols ont une moins grande capacité d'absorption. On va probablement faire de plus en plus face à des épisodes de pluie diluvienne. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait tout ça aussi en tête là, dans le cadre de notre réflexion. Donc, j'arrête ici. Les équipes vont faire une présentation, puis soyez pas surpris si en cours de soirée, je quitte le mode virtuel pour venir en salle avec vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Colombe-Leduc. Pour le déroulement ce soir, c'est bien simple. Après le mot d'introduction, donc, on va avoir une mise en contexte, une présentation d'une quarantaine de minutes. Et par la suite, donc, je vais vous donner quelques consignes pour les ateliers. Vous avez déjà du matériel sur la table. Je vais revenir avec quelques détails avant les ateliers. Et on compte donc faire le travail en atelier pour environ 50 minutes. Et par la suite, on va revenir en grand groupe. On va demander à chaque table de désigner un porte-parole qui pourra faire un résumé des échanges en grand groupe. Donc, on vise finir autour de 21 h là, pour pouvoir encore profiter de la soirée. Alors, voilà pour le déroulement. Sans plus tarder, j'inviterai mon collègue Jean-Philippe Simard pour la présentation. Merci, Christina. Donc, on va faire une brève présentation là, du travail qui est fait jusqu'à maintenant pour le projet de réaménagement des rues Saint-Olivier et Philippe Dorval. Je tiens à mentionner, là, Christina l'a mentionné, mais c'est un travail d'équipe qu'on fait à la Ville de Québec. Donc, on est vraiment dans une équipe multidisciplinaire qui est formée de plusieurs professionnels. Puis, donc, on travaille tous ensemble à essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour le quartier. Donc, on va commencer avec une brève mise en contexte de la vision de la mobilité active et du projet de réaménagement, là. Donc, ce pourquoi on est ici ce soir, puis le réaménagement des rues Saint-Olivier et Philippe Dorval s'inscrit en fait dans la vision de la mobilité active, qui est un outil de planification de mise en œuvre des réseaux piétonniers, cyclables et intermodaux pour 2023 et 2027. Donc, c'est 3 volets super importants qui sont intégrés dans cette vision-là. C'est le volet de la marche, du vélo, mais aussi l'intermodalité, donc tout ce qui a trait au lien qu'on va faire avec le transport en commun.
Donc, pourquoi une vision de la mobilité active? Juste pour vous mettre en contexte, pourquoi on se dote de cet outil-là? C'est pour poursuivre la vision des déplacements à vélo qui était menée à échéance, en fait, qui était de 2016 à 2020. Et c'est pour nécessairement aller plus loin que cette vision des déplacements à vélo-là. Donc, c'est pour se doter d'une vraie vision des déplacements piétons à part entière. Donc, on vient intégrer, oui, le vélo, mais les piétons. C'est un élément qui était absent, en fait, jusqu'à maintenant, des outils de planification de la ville. Et bien sûr, pour soutenir l'intermodalité avec le transport en commun, notamment avec l'arrivée du tramway. La vision de la mobilité active, en fait, c'est un important... on l'a fait parce qu'on a un important potentiel de déplacement actif dans la ville de Québec. À l'échelle de la ville, si on considère seulement les déplacements qui sont non contraignants, effectués sur des courte distance, c'est un potentiel de 268 000 déplacements supplémentaires qui pourraient être réalisés à pied ou à vélo, en plus des 183 000 déplacements actifs qui sont actuels. Donc, ça ferait en sorte qu'on pourrait avoir des ports modales potentiels pour les transports actifs de 32,4 en comparaison aux 13,2 en 2017. Donc, pour arriver à ce transfert modal-là, l'aménagement de nos rues doit offrir un choix aux citoyens d'utiliser les modes actifs, donc la marche et le vélo, de manière bien sûr sécuritaire, mais aussi confortable et efficace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le quartier Saint-Jean-Baptiste? En fait, on s'aperçoit que dans le quartier, comme Mme Coulombe-Leduc l'a mentionné, la mobilité durable et particulièrement la marche, c'est déjà des habitudes qui sont ancrées dans la culture du quartier. Donc, en effet, selon l'enquête Origine-Destination de 2017, on a 70,8 des résidents qui disent utiliser les transports actifs et surtout la marche, presque majoritairement la marche et les transports en commun pour leur déplacement domicile-travail. Donc, c'est assez parlant. On l'a mentionné aussi dans le mot d'introduction, mais Saint-Jean-Baptiste, c'est le plus faible taux de motorisation par ménage parmi les 35 quartiers de la ville. Donc, Saint-Jean-Baptiste a un nombre moyen de voitures par ménage de 0,5, ce qui est vraiment le plus bas dans toute la ville. Bien sûr, l'automobile, c'est un mode de déplacement qui est toujours présent dans le quartier au quotidien. Ce qu'on constate au niveau du quartier, c'est que c'est surtout les travailleurs du quartier qui ont le plus fort pourcentage d'utilisation de la voiture dans le quartier, donc les gens qui viennent travailler dans les différents pôles d'emploi. Mais reste qu'il y a plusieurs résidents du quartier qui vont utiliser l'automobile pour leur déplacement quotidien, domicile-travail, donc un 27,3 quand même. On parle d'améliorer nos cheminements piétons pour changer avoir un transfert modal, mais aussi peut-être juste améliorer ce qu'on a déjà dans notre quartier. Mais en ce moment, c'est ça justement. Les aménagements piétonniers doivent être mis à niveau pour arriver à sécuriser nos déplacements actifs, puis justement affirmer le potentiel qui est déjà existant dans un contexte où on a vraiment plusieurs contraintes. Donc, il faut se mettre... il faut prendre en compte le fait que le quartier Saint-Jean-Baptiste a été conçu à une époque où l'automobile n'était pas nécessairement présent. Donc, on travaille avec des largeurs d'emprise qui sont très étroites, des trottoirs dans une géométrie avec des trottoirs très étroits. Et sur ces trottoirs-là, on a une présence d'encombrement qui est assez importante. Donc, on va les répéter plusieurs fois dans la présentation, là, mais nos fameux poteaux d'Hydro-Québec et leurs aubans, les poteaux de signalisation, les boîtes techniques, les bornes d'incendie, les marches, les bacs à ordures. Aussi, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, on a des rues qui sont à végétaliser pour rafraîchir le quartier, puis acquérir la biodiversité, puis permettre justement des déplacements actifs qui seraient beaucoup plus confortables. En effet, on l'a mentionné encore une fois en bonne introduction, Mme Coulombe-Leduc l'a dit, c'est le quartier avec le plus faible taux de canopée de la ville, donc on est à 10 %. Puis, les rues du quartier contribuent à la formation d'îlots de chaleur urbains de chaud à très chaud. Donc, la stratégie prioritaire pour le quartier dans la vision de l'arbre de la Ville de Québec pour le quartier, c'est de la déminéralisation sur l'espace public, puis de la plantation. Ces efforts-là nous permettraient d'atteindre l'objectif de 15 % de canopée
en 2025. Donc, on tendrait vers ça. Donc, ça, c'est une brève mise en contexte là, du quartier, mais là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Voici en fait les 2 rues qui font l'objet de l'atelier d'échange de ce soir. Donc, la rue Saint-Olivier entre la côte de Salaberry et la rue Philippe-Dorval, ainsi que la rue Philippe-Dorval entre la rue Lavigueur et la rue d'Aiguillon. Donc, c'est pourquoi on est assis ensemble, soit en ligne ou ici ce soir, c'est qu'on a une opportunité de réalisation des travaux parce qu'ils sont visés par des travaux de réfection d'infrastructures souterraines. Donc, le T que je viens de vous présenter, là, les 2 rues, vont faire l'objet de travaux de réfection d'infrastructures souterraines, donc en aqueduc et d'égout. Et par le fait même, on va prendre cette occasion-là, cette opportunité-là pour modifier l'aménagement au niveau de la chaussée. Comme je vous disais tout à l'heure, l'équipe multidisciplinaire qui travaille sur le projet en ce moment, on doit travailler dans un milieu avec plusieurs contraintes, puis là, on tenait à vraiment vous le mentionner. On a bien sûr une emprise qui est très étroite. On a une présence de réseaux aériens souterrains multiples, donc il faut le dire, là, les travaux de réfection qu'on vous présente aujourd'hui, donc les scénarios qu'on vous présente aujourd'hui ne prévoient pas l'enfouissement des fils aériens. Ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est que dans la conception préliminaire, en ce moment où on est rendu, on n'a pas tous les intrants au niveau des réseaux souterrains. Donc, il reste encore des analyses en souterrain, à savoir si on retrouve des massifs souterrains d'Hydro-Québec, des conduits de gaz naturel. Ce sont tous des éléments qui vont peut-être faire changer ou on va devoir faire certains types de modifications au niveau des scénarios d'aménagement. Donc, c'est pour ça que ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est préliminaire. Bien sûr, dans les autres éléments de contrainte, on a une occupation élevée du stationnement, puis on a aussi des fortes pentes au niveau de la rue Philippe-Dorval, ce qui peut amener des enjeux au niveau de la conception de la géométrie de la rue. Surtout sur la portion nord, là, donc où la dernière portion de la rue Philippe-Dorval ou la rue Lavigueur. Oui? Concernant la présence des réseaux aériens d'Hydro-Québec, il faut comprendre, les poteaux, ce n'est pas une propriété ville. Les fils aériens, on ne peut pas les enfouir par nous-mêmes. C'est un partenariat avec Hydro-Québec. Hydro-Québec a cessé son programme d'enfouissement de fils, l'a suspendu à partir de l'année passée. Donc, on a de la difficulté présentement à profiter d'opportunités comme celle-là. C'est dommage. On fait de la pression sur Hydro-Québec pour réussir à réactiver ça. Savoir qu'avant qu'ils suspendent leur programme aussi, le budget annuel qu'ils avaient pour l'enfouissement de fils, pour l'entièreté de la ville en termes d'enfouissement, c'était environ 300 mètres linéaires par année. Donc, à coût de 300 mètres sur 2400 kilomètres de réseau routier municipal, on comprend qu'on n'avance pas rapidement. Donc, nous, notre objectif, c'est de travailler avec Hydro-Québec sur une nouvelle forme de partenariat qui nous permettrait de profiter lorsque nous aurons des travaux majeurs comme nous aurons l'année prochaine, mais malheureusement ne peuvent pas se qualifier. Dans le futur, on puisse profiter d'un vrai partenariat. Donc, sachez que ce n'est pas une décision ville de ne pas enfouir les fils. On est à la même place que vous à l'effet que nous aimerions enfouir les fils, mais on doit composer avec un partenaire qui, présentement, a le gros bout du bâton, ainsi que les Bell, Vidéotron et autres, qui, eux, sont gérés par le CRTC, une entité gouvernementale fédérale qui a une juridiction absolue et totale et qui peut imposer à la ville, vous mettez un poteau là, vous mettez un poteau là, vous mettez un poteau là, et pour lequel la ville n'a quasiment aucun mot à dire. Donc, c'est pour vous donner quand même un contexte un peu plus global que les poteaux, on en est conscient, mais on essaie de... On doit dealer, nous aussi, avec ces composantes-là. C'est un excellent point, Pierre-Luc. Puis, en fait, j'avais quand même une slide concernant l'enfouissement des fils aériens, justement. Même si, en ce moment, l'option n'est pas nécessairement possible dans le cadre du réaménagement des 2 rues qui nous concernent aujourd'hui, ça reste quand même une opération qui est complexe.
puis particulièrement complexe dans un contexte résidentiel dense dans lequel on s'intègre, où l'emprise publique est restreinte. Parce qu'on doit, on doit créer des massifs, puis ensuite recréer les connexions avec toutes les différentes résidences en souterrain. Donc, c'est quand même une opération majeure. Puis, le point le plus important qu'il faut garder en tête au niveau de l'enfouissement des fils, c'est que dans le contexte de Saint-Jean-Baptiste, ça nous permettrait pas nécessairement d'améliorer les cheminements piétonniers, étant donné que nos poteaux et nos aubans d'Hydro-Québec ne sont qu'un encombrement parmi tant d'autres sur nos trottoirs. Donc, même si l'option de l'enfouissement serait possible, il se pourrait que l'équipe de conception l'envisage même pas nécessairement, étant donné qu'au niveau des objectifs du projet, ça ne permettrait même pas de cocher vert. En tout cas, bref, on va y revenir un petit peu plus tard. On va pouvoir discuter un atelier, s'il vous plaît. Oui. Oui, mais s'il vous plaît, je vais vous demander, on va finir la présentation, puis par la suite, vous allez pouvoir échanger en sous-groupe, puis on a les personnes ressources qui vont pouvoir venir également aux tables, discuter avec vous. Alors, Pas de problème. Philippe? Oui, donc on en vient aux étapes de projet, donc où on est rendu donc de mars à décembre 2022, on a fait une collecte, on était en avant-projet. Donc l'avant-projet, qu'est-ce que ça veut dire? On a fait l'analyse des intrants, on a fait l'analyse des enjeux, du potentiel des rues qui sont prévues pour la réfection. Puis on a démarré le projet, on a défini les objectifs aussi du projet en équipe multidisciplinaire, ça c'est super important. Donc, on a défini les objectifs et on les a priorisés ensemble. Et lors de cet avant-projet-là, où on est vraiment en cueillette de données, on a fait un questionnaire en ligne qui a été en ligne du 21 mars au 10 avril 2022, où on a eu 327 répondants au questionnaire. C'était principalement des résidents, en fait, de 4 rues du secteur. Là. Donc, le questionnaire en ligne était au-delà des 2 rues qui nous concernent, parce que des travaux de réfection vont aussi être à prévoir sur d'autres rues dans le quartier. Mais ce qu'il faut retenir très rapidement dans les grands faits saillants du questionnaire en ligne qui ont été faits, c'est qu'à la question générale qui avait été posée, à savoir quels sont les éléments incontournables pour le raménagement des rues du quartier, sont ressortis le verdissement avec 74 %, puis les aménagements piétons avec un autre soixantaine de pourcentage, un autre 63 %, désolé. Donc, maintenant, nous sommes rendus à l'étape de conception préliminaire. C'est pour ça qu'on est là. Donc, l'équipe multidisciplinaire est rendue à l'étape d'esquisse d'options préliminaires pour répondre aux objectifs qu'on s'est mis, que l'on s'est doté en avant-projet. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est rendu à l'étape de l'atelier d'échange avec les citoyens. Là. Donc, c'est à cette étape-là qu'on vient vous voir. On vous propose des scénarios qui sont encore à l'état d'ébauche pour avoir vos intrants, avoir vos idées, pour qu'ensuite on puisse reprendre toutes ces idées-là et avancer la conception pour avoir un concept final. Donc, les objectifs de la consultation ce soir, bien sûr, c'est de vous présenter les objectifs de projet, dresser un portrait des besoins qui sont exprimés dans le questionnaire en ligne pour chacune des 2 rues, vous permettre de comprendre et de visualiser justement les limites de l'emprise publique, les contraintes que l'on a dans l'équipe de conception, présenter nos scénarios de réaménagement, bien sûr, présenter le phasage aussi. Donc, bien sûr, il y aura d'autres phases, mais aussi, on est en train de produire une planification plus générale pour essayer de bonifier nos cheminements piétonniers dans le quartier et, bien sûr, écouter vos commentaires et vos préférences concernant les scénarios qu'on a. Donc, au niveau des objectifs du projet en tant que tel, donc, comme je vous expliquais, ça a été vraiment un travail d'équipe à la Ville et on travaille fort justement pour établir des objectifs qui sont clairs et qu'on est capable de prioriser. Donc, au niveau des objectifs transversaux, donc vraiment les objectifs plus qui s'appliquent partout dans le projet, on voulait s'inspirer des meilleures pratiques en accessibilité universelle puis les intégrer au concept d'aménagement. D'ailleurs, là-dessus, on va mandater une firme externe qui va nous aider à
à nous donner encore plus d'éléments techniques au niveau de l'accessibilité universelle pour certains types de scénarios ou certains types d'aménagements au niveau des rues. Donc, on a vraiment l'accessibilité universelle très à cœur au niveau des scénarios d'aménagement. Bien sûr, maintenir une accessibilité dans le secteur pour tous les modes, donc services d'urgence, déneigement, livraison, et assurer l'équité entre les différents usagers de la rue. Au niveau des objectifs plus spécifiques, c'est là que ça devient intéressant. On a priorisé 5 objectifs spécifiques, dont un qui s'applique surtout sur Philippe Dorval. Mais le premier objectif et le plus important, c'était d'offrir un cheminement piétonnier sans obstacle, continu, confortable et 4 saisons. Donc, c'est-à-dire qu'on veut venir régulariser en fait la situation des citoyens qui doivent marcher dans la rue et sur la chaussée, étant donné la condition des trottoirs en ce moment sur les rues visées. Puis porter une attention particulière à l'aménagement des intersections afin de les sécuriser puis de les rendre plus confortables et améliorer la visibilité aussi. Deuxième élément, apaiser la circulation automobile, justement pour redonner un caractère local aux rues du quartier, donc essayer de les apaiser le plus possible pour éviter le transit. Augmenter la canopée en 3, donc vraiment tous les éléments de verdissement, donc bonifier le verdissement, déminéraliser, réduire les effets des îlots de chaleur. En 4, ça s'applique surtout sur la rue Philippe-Dorval dans ce cas-ci, mais maintenir, donc on est en maintien des aménagements cyclables qui sont déjà présents là, donc sur la rue Philippe-Dorval, donc on a une bande cyclable à contresens et une chaussée désignée. Les aménagements cyclables sur la rue Sutherland. Donc, vraiment, on maintient le réseau cyclable qui est déjà présent dans le secteur. Et numéro 5, bien sûr, maintenir une offre de stationnement sur rue dans le secteur. Donc, on va rentrer tout de suite dans la rue Saint-Olivier. Donc, puis un seul autre élément au niveau des objectifs, là, vous allez avoir sur vos tables, mais aussi dans le matériel en ligne, un rappel des objectifs. Puis, je vous invite fortement à utiliser ces 5 objectifs-là pour évaluer, mais aussi vraiment passer les scénarios d'aménagement qu'on vous présente à travers le tamis de nos objectifs pour vous faire une idée. Donc, au niveau de la rue Saint-Olivier, donc si on fait la situation actuelle, on a une zone résidentielle, on est dans une rue à 30 km/h. C'est un sens unique direction est entre la côte de Salaberry et la côte d'Abraham. On a un débit journalier moyen annuel donc de voitures entre 500 et 700. Ce qui est très important à retenir, c'est un peu la situation aussi dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. On a un ratio piéton-auto aux heures de pointe qui est pratiquement 1 pour 1 là, à plusieurs des intersections, dont à l'intersection Philippe-Dorval et Saint-Olivier. Donc oui, on a un certain débit automobile, mais il faut garder en tête qu'on a aussi un bon débit piéton. Au niveau du stationnement, on est en zone réglementée, donc on a du stationnement des deux. On a deux situations là, pour la rue Saint-Olivier pour les tronçons qui nous intéressent pour le projet entre la côte de Salaberry et Philippe-Dorval. On a du stationnement des deux côtés de la rue, mais dès qu'on va au-delà de la rue Philippe-Dorval, donc tout le reste de la rue Saint-Olivier, on a du stationnement du côté sud entre les rues Philippe-Dorval, comme je vous disais, et la côte d'Abraham. Donc, dans le tronçon qui nous intéresse, on a un total de 58 cases qui sont de part et d'autre de la rue. Bien sûr, l'occupation en ce moment est élevée. Donc, on le voit ici, on a la situation un peu de la réglementation du stationnement où on voit en bleu, c'est peut-être un petit peu petit, là, je vais zoomer, mais on voit en bleu les zones de 60 minutes et vignettes et en vert les zones exclusives vignettes et en rouge les interdictions de stationnement. Donc, au niveau du résultat du questionnaire en ligne pour la rue Saint-Olivier, au niveau de ses résidents, c'est vraiment les résultats de seulement des résidents qui ont répondu. Donc, sans aucune surprise, là, on est vraiment dans la même tendance que le questionnaire en général. Le verdissement et les aménagements piétonniers ont coté très, très fort. Et la marche, bien sûr, coté très, très fort aussi au niveau de 92,4 % au niveau des habitudes des résidents pour les déplacements sur la rue Saint-Olivier. Le vélo puis les véhicules viennent ex aequo en deuxième, donc quand même à ne pas négliger.
Aussi, on avait une question assez intéressante, justement, puis je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on veut régulariser cette situation-là par nos aménagements. C'est que dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, les gens nous ont dit que, en fait, sur la rue Saint-Olivier, on a 51,6 % des gens qui marchent sur les trottoirs seulement en été, étant donné la situation des trottoirs en hiver. Et on a un 60,6 % qui se résigne carrément à marcher dans la rue toute l'année au niveau du questionnaire, là. Donc, étant donné la situation de nos trottoirs. Autre résultat intéressant au niveau du questionnaire en ligne, on avait 50 % des répondants qui affirmaient qu'il existait un problème de visibilité au niveau des intersections, 74,2 % des répondants qui affirment qu'il y a un problème de vitesse excessive au niveau de la rue Saint-Olivier, donc peut-être à cause du transit qu'on peut y retrouver. 90,9 % des résidents sont soit tout à fait en faveur ou plutôt en faveur de transformer la rue Saint-Olivier en rue partagée permanente. Et 81,9 % des résidents sont soit tout à fait favorables ou plutôt favorables à une perte de stationnement sur rue à certains endroits pour donner plus de place, bien sûr, soit au verdissement ou aux piétons ou les deux. Donc, au niveau des scénarios d'aménagement, donc ici, on a notre situation actuelle de notre rue Saint-Olivier. Bien sûr, on a les mêmes problèmes là, que je vous ai mentionnés en mise en contexte plus général, donc largeur d'emprise très étroite. Au niveau des emprises là, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, c'est les emprises pratiquement les plus étroites de la ville, oui, puis j'irais même à dire quasiment au Québec. On a des trottoirs très étroits aussi, donc, puis on a la présence de tous les encombrements que je vous ai déjà énumérés, donc poteaux d'hydro, poteaux de signalisation, boîte technique, borne d'incendie, marche, bac à ordures. Donc, au niveau du premier scénario qu'on vous présente, on a mis scénario 1, mais au départ, au niveau de l'équipe de conception, on parlait plutôt d'un scénario 0 parce que c'est un scénario de rue à l'existant. Donc, c'est un peu un scénario en mode statu quo où on vient conserver les cheminements piétons comme ils sont. Donc, on garde les mêmes largeurs de trottoirs, mais on vient bonifier les intersections avec des saillies de trottoir ou des gonflements de trottoir. C'est quoi une saillie ou un gonflement? En fait, c'est une surlargeur de nos trottoirs aux intersections. Donc, on vient élargir nos trottoirs. Et ce que ça nous permet, en fait, ça permet de réduire le temps de traversée de nos piétons, mais ça augmente la visibilité de tous les types d'usagers au niveau de l'intersection. Donc, ça nous permet de sécuriser puis d'apaiser les déplacements là, au niveau des intersections. Puis, ce que ça nous permet de faire aussi en bonus, c'est que ça nous permet de verdir. Donc, on est capable de venir planter au niveau des intersections, au niveau de ces gonflements et de ces saillies-là. Donc, au niveau des avantages de ce scénario-là, bien sûr, c'est une option qui nous permet de conserver le maximum de stationnement sur rue, sur les tronçons qui nous intéressent. Puis, c'est une option aussi que si on veut, on a du jeu, on va être capable de moduler. Si on veut plus de verdissement, on pourrait mettre des saillies aussi en tronçon si c'est nécessaire. Les grands inconvénients avec le scénario 1 qu'on vous présente, qui est un peu un scénario du statu quo, c'est que étant donné qu'on ne retravaille pas les largeurs au niveau de nos trottoirs, on ne vient pas cocher notre objectif de rendre nos cheminements piétonniers confortables, sécuritaires, 4 saisons. Donc, c'est quand même un gros inconvénient, mais on tenait à vous le présenter quand même. Donc, on le voit en résumé ici. Là. Donc, c'est un scénario qui nous permet de conserver l'ensemble du stationnement légal, des cases de stationnement légal sur les tronçons qui nous intéressent, mais ça ne nous permet pas de cocher notre objectif numéro 1 d'assurer nos cheminements piétonniers continus, confortables, 4 saisons. Mais ça nous donne quand même l'opportunité de verdir à nos intersections, ce qui nous donne un total de 40 mètres de verdissement possible. Je dis bien possible parce que à l'étape de conception où nous sommes rendus, qui est préliminaire, on n'a pas tous les intrants et toutes les analyses qui sont faites au niveau de l'analyse fine des intersections et des éléments où on pourrait verdir. Donc, on ne pourrait pas vous dire, est-ce que ça va être des arbres, est-ce que ça va être exactement le nombre de mètres ou le type de bac de plantation. Donc, on a une approximation de 40 mètres de verdissement au niveau des intersections.
Au niveau du scénario 2, donc le scénario 2 que l'on vous présente, c'est un scénario de rue partagée où on a, en fait, puis là, j'ai une petite slide sur qu'est-ce qu'une rue partagée. Donc, on a quatre points principaux qui peuvent la décrire assez rapidement. Là. Donc, une rue partagée, c'est un changement de paradigme au niveau de l'aménagement d'une rue et de la géométrie des rues, mais aussi de son utilisation. Donc, c'est une rue où le piéton il peut circuler à l'endroit de son choix dans tous les sens, partout sur la chaussée. C'est un aménagement de rue où les aménagements ainsi que la signalisation induisent des vitesses de circulation qui sont inférieures à 20 km/h et ils vont favoriser la cohabitation des usagers dans le même espace de circulation. C'est une rue où justement les automobilistes, les cyclistes doivent céder le passage en tout temps aux piétons qui circulent puis adapter leur vitesse en conséquence. Donc, vraiment adapter leur vitesse à la vitesse du piéton. Comme dans toutes les autres rues, puis comme on vous l'a dit, au niveau de nos objectifs transversaux, l'accessibilité universelle doit être visée en tout temps. Puis pour y arriver, il y a une attention particulière qui doit être accordée à certains points d'aménagement, dont peut-être l'aménagement de corridors pour les personnes à mobilité réduite, d'ailleurs. Donc, ça, c'est un bref aparté sur qu'est-ce qu'une rue partagée. On va revenir justement dans les caractéristiques du scénario 2 de rue partagée que l'on vous propose, que vous avez sur vos tables aussi. Donc, la rue partagée, donc les caractéristiques d'aménagement qu'on va proposer, c'est qu'on va aménager un traitement de la chaussée qui va être différent. Donc, on va avoir un changement de matérialité qui va s'opérer aux intersections. Donc, on va aménager des entrées, mais aussi des sorties, donc des seuils d'entrée et des seuils de sortie, à la fois avec un changement de matérialité, comme je vous ai dit, mais aussi avec un rétrécissement de la chaussée par des saillies, donc les gonflements de trottoir que je vous disais, qui vont pouvoir être végétalisés, donc plantés. La rue partagée va nous permettre aussi d'avoir du verdissement en milieu de tronçon, donc en cours de tronçon, donc du verdissement ou du micro-verdissement. Puis comme on peut voir à gauche de l'image, un corridor pour les personnes à mobilité réduite va être conservé. C'est pour justement qu'une personne à mobilité réduite qui ne se sentirait pas à l'aise de circuler au niveau de la chaussée puisse quand même circuler sur le corridor pour les personnes à mobilité réduite. Au niveau de cet élément d'aménagement-là, d'accessibilité universelle, c'est un élément d'aménagement qu'on va vouloir confirmer avec la firme externe avec qui on va vouloir travailler. Puis, c'est des éléments qui sont encore en cours de conception et qu'on doit aller chercher des réponses, mais c'est les éléments standards qui sont appliqués dans plusieurs villes au Québec et à travers le monde au niveau du design universel des rues partagées particulièrement. Donc, les avantages du scénario 2, ce que ça nous permet d'assurer nos fameux cheminements continus et confortables 4 saisons, puis ça répond à nos objectifs transversaux d'accessibilité universelle. Ça nous permet de verdir beaucoup plus. Le grand inconvénient du scénario 2, bien sûr, c'est qu'on doit travailler avec un retrait d'une voie de stationnement, ce qui nous permet d'aller chercher le corridor d'accessibilité universelle, augmenter le verdissement, mais aussi, c'est rare en fait, on travaille très peu, en fait, il y a peu d'exemples, même je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'exemples de rues partagées où on travaille avec du stationnement des deux côtés, étant donné qu'on veut avoir des espaces qui sont plus vastes pour nos usagers actifs. Donc, voici un bref résumé de la situation pour la rue Saint-Olivier avec le scénario 2. Donc, ça nous permet d'assurer nos cheminements piétonniers continus, confortables 4 saisons. On a une possibilité de verdissement d'environ 255 mètres, donc c'est considérablement plus que l'option du scénario 1, où on avait 40 mètres. Mais pour y arriver, on doit faire un retrait d'environ 28 cases de stationnement dans cette situation-là. Donc, on a un retrait d'un côté de stationnement. Ce qui est super important à garder en tête, puis je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que au niveau des impacts du scénario 2, donc la rue partagée, la géométrie qu'on vous propose,
elle a un impact sur le stationnement, sur les tronçons qui nous intéressent pour cette première partie de travaux-là, donc entre la côte de Salaberry et la rue Philippe-Dorval. Mais ce scénario d'aménagement-là, s'il est appliqué sur le reste de la rue Saint-Olivier dans d'autres phases qui pourraient venir subséquemment, sachez que, étant donné qu'on a déjà, on a seulement un côté de stationnement déjà sur tout le reste de la rue, ce scénario-là aurait pratiquement pas d'impact sur le stationnement et on pourrait cocher en vert tous nos autres objectifs. Donc, ça, c'est bien important à garder en tête, puis je vous invite à le garder en tête lors de vos échanges. Donc, si on fait une synthèse des scénarios pour la rue Saint-Olivier, on a un scénario 1 où nos cheminements piétonniers ne sont pas cochés, mais on a quand même nos objectifs d'apaisement de la circulation qui sont cochés parce qu'on a nos saillies aux intersections. On a une certaine augmentation du verdissement et on a un maintien de notre stationnement. Au niveau du scénario 2, comme je vous ai dit, le scénario partagé, tous les objectifs de projet sont cochés, sauf le maintien de l'offre de stationnement où on l'a mis en jaune, étant donné que, bien sûr, on fait un retrait de cases, mais on vient maintenir un certain nombre de cases et on vient régulariser aussi la situation de la rue qui, au final, a un côté stationnement pour tout le reste. On a évalué d'autres scénarios au niveau de l'équipe de conception, mais c'était vraiment les deux scénarios qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit de quand même plusieurs heures de travail où on a fouillé plusieurs types de scénarios. Puis c'était vraiment les deux meilleurs qu'on avait, là. Donc ici, on était plus en situation où tout le monde faisait des compromis, mais personne n'était vraiment content, là. Donc, on ne passera pas énormément de temps dessus, là, mais vous pourrez le consulter dans la présentation, là. On voulait vous montrer le type d'itération qu'on avait fait à plusieurs reprises. Au niveau de la rue Philippe-Dorval, on va passer assez rapidement sur la situation actuelle parce que c'est très similaire avec la rue Saint-Olivier, donc zone résidentielle, rue à 30 km/h, sens unique, direction nord. Donc, débit journalier autour de 350 et 550, un petit peu plus bas que la rue Saint-Olivier. On a du stationnement en zone réglementée, même chose. Donc, stationnement des deux côtés de la rue, entre la rue Lavigueur et la rue d'Aiguillon. On a 29 cases de stationnement et on a une occupation du stationnement qui est élevée. On le voit, les vignettes. Ici, au niveau de Philippe-Dorval, la particularité, c'est qu'on est surtout en zone 60 minutes vignette et on a plusieurs petites zones débarcadères et d'interdiction de stationnement. Donc, c'est ça. Surtout pour desservir les commerces, en fait, on a une rue qui est plus commerçante que les autres. Au niveau des résultats du questionnaire en ligne, ce qu'il faut retenir, c'est que le verdissement et le déneigement des trottoirs ressortent beaucoup. La marche, encore une fois, ressort, mais là, on a le stationnement de véhicules aussi qui ressort fort parce qu'étant donné qu'on est sur une rue qui est plus commerciale, où on a des commerces, le stationnement d'un véhicule ressort plus fort. Même résultat au niveau des habitudes de marche. Là, on voit qu'il y a une majorité de gens qui vont marcher sur les trottoirs seulement en été et quand même un fort pourcentage de gens qui marchent dans la rue toute l'année. Résultat en ligne, on a 55,6% des problèmes de visibilité aux intersections. Ce qui ressort le plus, en fait, au niveau de la rue Philippe-Dorval, c'est qu'on a une proportion, bien que majoritaire, est un petit peu plus faible au niveau de la volonté de transformer la rue Philippe-Dorval en rue partagée. Puis, on a quand même un pourcentage bien qu'élevé, un petit peu plus faible au niveau de la volonté de perte de stationnement pour le verdissement et les piétons. Donc, ce qui nous mène en fait à nos scénarios d'aménagement pour la rue Philippe-Dorval. Donc, c'est la même situation actuelle que le reste du quartier, encombrement et emprise étroite. Et au niveau du scénario 1, on propose en fait un peu un scénario 0, un peu un scénario à l'actuel avec saillie au niveau des intersections, donc saillie de trottoir, gonflement de trottoir aux intersections. Donc, même chose qu'au niveau de Saint-Olivier, nos saillies nous permettent de réduire le temps de traverse, sécuriser l'intersection parce qu'on vient bonifier la visibilité de tous les types d'usagers, mais on maintient nos cheminements piétonniers à l'existant. L'avantage, encore une fois, avec ça, c'est qu'on maintient notre stationnement à 100%. Mais le grand désavantage, c'est qu'on maintient nos trottoirs aussi à l'existant, donc dans la situation où ils sont.
On le voit ici. Donc, ce scénario-là nous permet une bonification du verdissement de 60 mètres, mais ne nous permet pas de cocher là, notre objectif numéro 1 de cheminement piétonnier continu, confortable, 4 saisons. Le scénario numéro 2 que l'on vous présente aujourd'hui, c'est un scénario de rue conventionnelle, donc où on maintient en fait la séparation des modes sur la rue. Donc, on est dans une rue standard, mais conviviale, donc qui serait bonifiée par du verdissement et on viendrait bonifier aussi nos cheminements piétons. Donc, on viendrait augmenter la largeur du trottoir à l'ouest à 1,8 m et on viendra aménager un trottoir de 2 mètres à l'est. Le scénario qu'on vous présente là, c'est un scénario avec le retrait d'un côté de stationnement à l'est. Ce scénario-là, avec le retrait, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de nous décaler et de carrément installer une bande végétalisée jusqu'à nos poteaux et à tous nos encombrements, ce qui nous permet d'avoir un trottoir libre de 1,8 m à l'est, puis de bonifier notre trottoir avec un trottoir de 2 mètres à l'ouest. Donc, on vient cocher notre objectif d'avoir nos cheminements piétonniers continus, confortables, 4 saisons, parce qu'on est capable de les déneiger puis de bien les entretenir toute l'année. On a une possibilité de verdissement qui est plus grande sur notre bande végétalisée, là, comme je vous expliquais, étant donné qu'on tasse notre géométrie de rue vers le centre, on peut avoir une bande végétalisée d'1,6 m, ce qui nous permet d'avoir une possibilité de verdissement sur 135 mètres, mais ça vient en contrepartie avec un retrait d'environ 13 cases de stationnement. Donc, au niveau de la synthèse des scénarios, comme je vous disais, là, on va passer rapidement, mais l'option 1 ne nous permet pas de cocher notre objectif numéro 1, mais nous permet quand même d'apaiser la circulation, bonifier notre verdissement, maintenir nos aménagements cyclables sur Philippe Dorval, ça, il n'y a pas de problème, et maintenir une offre de stationnement dans le quartier. Le scénario 2 nous permet de cocher tous nos objectifs, sauf celui du maintien de l'offre de stationnement où on est vraiment peut-être un petit peu plus en maintien, là, mais on a quand même un retrait de 13 cases. Donc, on le met en jaune, comme je vous disais, parce qu'on est capable de garder une offre dans le secteur, mais on a carrément une perte. Donc, les impacts des scénarios proposés plus généraux, donc on a au niveau de la régularisation et l'uniformisation de l'offre en stationnement. Là, donc, ici, on a une carte de l'occupation du stationnement à une journée donnée, je pense en février à 6 heures. Donc, tout ce qui est en rouge et en orange, c'est une occupation qui est très élevée. On a quand même une situation où l'occupation du stationnement, selon les scénarios, donc ici, avec le scénario 1, on devient avec une capacité ou une occupation du stationnement à 81 %, autour de 80 %. Et au niveau du scénario 2, donc où on a un retrait de 41 cases au total, on vient à une occupation du stationnement beaucoup plus élevée, là, donc qui est quand même significative au niveau de autour de 90 %. Donc, c'est certain que ça a un impact sur l'occupation, que les scénarios qu'on vous propose, surtout le scénario 2, a un impact sur le stationnement. Mais il faut garder en tête que, puis ça, c'est une carte en fait de la gestion du stationnement par les vignettes, qu'il y a une démarche d'analyse et de l'offre en stationnement qui va être qui est prévue et qui va être fait dans les prochaines années. On ne va pas s'avancer trop loin. Personne n'est embauché. Exact, exact. Donc, sachez que le projet, on arrive avec un projet de réaménagement dans le quartier qui, oui, a un impact sur le stationnement, mais sachez qu'on a à cœur d'avoir une vue globale de la gestion du stationnement dans le quartier puis dans le secteur. Puis, on est ouvert aussi à entendre vos suggestions ce soir sur, est-ce que vous seriez ouvert à ce que certains endroits dans le quartier soient peut-être dédiés aux vignettes? Est-ce que le stationnement 60 minutes vignettes, est-ce que ça vous convient toujours ou ça pourrait être des côtés exclusifs vignettes? On pourrait en mettre encore plus. On veut vous entendre là-dessus parce que
on est vraiment en mode écoute parce que c'est un travail qui reste à faire, mais qu'on veut vraiment faire. Oui, les questions vont être un petit peu plus tard. Il me reste une petite minute. Au niveau, ben, je vous parle qu'on a une vision pour le quartier. On est là ce soir pour deux tronçons, en fait, deux rues. Donc, nos rues Saint-Olivier puis nos rues Philippe-Dorval, mais des projets de réaménagement puis des opportunités de réfection de rue, ils vont en avoir dans les les années subséquentes. Puis, éventuellement, on va avoir l'opportunité, et c'est déjà confirmé au niveau de nos services d'ingénierie, qu'on va pouvoir continuer la rue Saint-Olivier jusqu'à la rue Sutherland, du moins dans une deuxième phase. Et on aurait l'opportunité aussi de retravailler les cheminements piétonniers, puis faire un réaménagement de rue sur la rue Sutherland dans une deuxième phase aussi. Et dans une troisième phase, on pourrait aussi venir bonifier nos cheminements piétonniers et faire un réaménagement de rue sur la rue de la Tourelle. Donc, sachez que le réaménagement des rues Saint-Olivier et Philippe-Dorval, c'est une première phase, mais on a quand même une vision pour le quartier. Et en ce sens-là, la Ville de Québec est en processus de planification pour guider justement le réaménagement des rues dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, puis ce document de planification-là du réaménagement des rues met l'emphase sur la mobilité active puis le verdissement du quartier. Donc, les scénarios 2 que l'on vous présente aujourd'hui sont cohérents avec la vision qui est en cours de production pour le quartier. Donc, dans cette planification-là qui est en cours, il y a plusieurs bénéfices pour le quartier qui sont mis en place. Donc, mise en réseau des cheminements piétonniers sans obstacle continu, confortable, 4 saisons pour l'ensemble du quartier, en lien avec les stations de transport en commun puis avec les stations de tramway. On veut viser l'augmentation de la canopée du verdissement puis la mise en réseau des espaces verts. On veut viser une bonification du réseau cyclable. Puis, bien sûr, comme on l'a mentionné, on intégrerait la régularisation puis l'uniformisation de l'offre en stationnement de manière plus globale dans le secteur. Donc, voici un aperçu rapide de la planification qui est en cours pour le quartier. Donc, c'est une projection des mises en réseau possibles des cheminements piétonniers qui pourraient être faits là, dans le quartier. Là. Donc, on ne voudrait pas s'arrêter seulement aux rues qu'on vous présente ce soir, mais on aimerait se doter d'une vision plus globale pour bonifier la mobilité active dans l'ensemble du faubourg Saint-Jean-Baptiste. Donc, rapidement, les prochaines étapes pour le projet. Donc, on vous écoute aujourd'hui. On est en captation du plus d'informations possible. On intègre vos commentaires dans notre processus de conception cet été. On produit les géométries finales en fonction des résultats de la consultation publique cet été. On va revenir vers vous en séance d'information pour vous présenter les géométries finales cet automne, pour ensuite aller en réalisation des plans et devis à l'automne et pour des travaux qui vont être prévus assez rapidement, là, donc au printemps ou à l'été 2024. Donc, ça fait le tour. J'ai rentré quasiment dans mon 40 minutes. C'est parfait. C'est parfait. On avait pris un peu de retard au début. Alors, merci beaucoup pour la présentation. C'est sûr qu'il y a... Merci. Alors, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'informations, mais sachez que donc Jean-Philippe va être là aussi là, pour se promener aux tables au besoin s'il y a des questions plus spécifiques. Donc, on est rendu à la période que vous attendez sûrement aussi, l'atelier. Donc, là où vous allez pouvoir vous exprimer. Donc, la discussion en sous-groupe. Je vous rappelle qu'on vous invite à nommer un porte-parole. Donc, j'espère qu'à chacune des tables, s'il y a quelqu'un qui voudrait tenir le crayon, vous avez en fait une feuille de prise de notes. Et si c'est possible, de prendre quelques notes. Sinon, vous pouvez écrire sur les plans aussi. Nous, on va tout ramasser les plans après pour pouvoir faire un rapport. Donc, au moment de la plénière, on va demander à cette personne-là de faire un bref résumé là, de 2-3 minutes pour que tout le monde puisse entendre. Donc là, comme je le disais, il y a les personnes ressources. Il y a Jean-Philippe Simard, mais il y a également en arrière donc Jean-François Martel-Castonguay et aussi
aussi son collègue, Frédéric Dumas, qui est surtout en transport. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, transport, on va pouvoir leur faire signe, puis ils vont pouvoir circuler aux tables. Également, donc, en ligne, pour les personnes en ligne, vous allez être, donc, votre personne ressource, c'est Mme Héloïse Gaudreau. Mais il y a également, donc, pour des questions plus spécifiques concernant le projet, il y a Mme Sophie Tremblay-Graton qui est conseillère en architecture. Donc, elle aussi va pouvoir venir vous répondre à des questions plus spécifiques. Donc, on essaye le plus possible là, à la fois de répondre aux questions, mais sachez que ces personnes ressources-là, dont on a pris beaucoup de temps pour faire la présentation, les personnes ressources sont là plus pour écouter, puis des fois juste apporter une précision pour pouvoir faire avancer le débat là, autour des tables. Mais l'objectif, c'est de parler entre vous, de voir qu'est-ce que vos voisins pensent. Des fois, vous vous rencontrez dans la rue, vous n'avez pas vraiment toujours le temps là, de pouvoir jaser sur comment vous voyez votre quartier. Donc, c'est l'objectif ce soir. Alors, les commentaires recueillis, comme je vous dis, ça va être un entrant citoyen pour pouvoir avancer la discussion. Donc, voilà. Comme je vous disais, donc, vous avez sur la table en salle, vous avez les grands plans. Donc, vous pouvez écrire dessus, dessiner, coller des post-it, ce que vous voulez. Puis, la personne qui prendra des notes. Donc, en ligne, je vais laisser, donc, à cet instant, ma collègue Héloïse Gaudreau donner d'autres détails. En fait, juste revenir sur des questions. On a lancé des questions. Donc là, on a une 50aine de minutes qu'on a prévues pour l'atelier. Et vous pouvez commencer par quelle rue vous souhaitez. Vous pouvez commencer par Saint-Olivier, parler aussi. Sachez juste qu'à 20 minutes de la fin, je vais revenir pour vous dire, n'oubliez pas l'autre rue. OK? Donc, parce qu'on aimerait vraiment vous entendre sur les deux. Et il y a des questions qu'on vous lance, là. Donc, en gros, qu'est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas dans chacun des scénarios? Donc, pour nous, c'est important que vous nous disiez, là, même si vous avez une préférence pour l'un ou l'autre, au-delà de la préférence, nous, on aimerait savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous aimez ou vous aimez moins dans un scénario? Puis si vous avez des priorités, est-ce que vous avez des préoccupations concernant le stationnement? Lesquelles? Donc, on va vous entendre là-dessus. Puis, est-ce qu'il y avait des éléments que vous aimeriez voir améliorés dans le projet? Puis, il y a aussi là, une question qui est très importante, puis qu'on aimerait vous entendre là-dessus. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble, est-ce que vous êtes ouvert à avoir une plate-bande contre votre édifice? Et même, on peut aller plus loin. Est-ce que vous souhaiterez pouvoir vous occuper vous-même, planter ce que vous voulez ou pas? Donc là, on veut vous entendre là-dessus. Il y a une ouverture de la ville, mais on ne peut pas vous l'imposer non plus. Donc, essayez d'aller aussi sur ce terrain-là. Puis, est-ce qu'il y a des choses ou des situations qui ont été oubliées? N'hésitez pas, on est là pour entendre, pour compléter le portrait, comme Jean-Philippe le disait, avant la conception finale. Alors, je vais vous souhaiter donc bons échanges, un atelier. N'oubliez pas de nommer une porte-parole, puis faites-nous signe si vous avez des questions. Alors, il est 8 heures, donc on va prendre une 50aine de minutes là, pour l'atelier. Alors, bonne discussion, merci. C'est le problème, c'est Mélissa. Oui. Le problème, c'est Mélissa. Alors, c'est le moment de la plénière. Non, mais c'est beau à voir. Vous êtes beau à voir, là. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment de la plénière. Alors, s'il y a quelqu'un peut-être dans la salle qui veut briser la glace pour faire un résumé. Ce qu'on va... Oui. Alors, si vous voulez, s'il vous plaît, vous présenter, s'il vous plaît. Si vous voulez vous présenter, donc qui veut commencer? Vous présenter au micro? Oui. Ah, il y a quelqu'un qui a commencé. Après, on pourrait aller en ligne, puis on revient avec les deux autres groupes-là. Alors, je vous invite donc d'écouter la table numéro 3. Bonsoir, je vous invite de vous présenter. Michel Beaulieu. Voilà, donc c'était assez partagé dans notre table. Il y a eu des discussions assez corsées. Donc, si on veut, le scénario 5 regroupait, le scénario 1 regroupait 5 personnes. Donc, c'est le scénario, dans le fond, avec seulement les arbres là, au bout. Et avec même la question
de 2 personnes, à savoir, est-ce que c'est possible de ne rien changer à la rue? Absolument rien. Donc, ça a été évoqué. Est-ce que ce scénario-là est à quelque part ou non? Par contre, quand on arrive, les gens qui optaient pour ce scénario-là se disaient, si, évidemment, le stationnement est l'élément fondamental, s'il y a du stationnement qui doit être sacrifié, il faut absolument qu'il y ait une compensation de ce stationnement-là qui soit fait, que ce soit en fonction d'espaces qui sont trouvés ailleurs, des terrains de la ville où il serait possible de se stationner pour les gens, les gens qui habitent là, à cet endroit-là. Soit, il y a peut-être d'autres options. On a parlé d'une possibilité qu'il y a uniquement des gens avec des vignettes qui pourraient dorénavant se stationner là. Et il y a une autre option qui a été amenée, c'est de dire qu'il faudrait repousser au niveau de la vignette l'heure jusqu'à 9 heures le soir. Parce que le problème majeur se trouve là à 5 heures lorsque les gens reviennent de travailler, que les gens reviennent de travail. C'est très difficile de stationner, entre autres pendant le festival d'été, l'été de toute façon. Et en repoussant l'heure de la fin de la vignette à 9 heures le soir, on viendrait là, quand même dégager de l'espace pour les résidents à des moments clés lorsqu'ils reviennent de travailler ou lorsqu'ils font une sortie pour aller faire l'épicerie du soir et qu'ils essaient de se stationner quelque part et que c'est plus possible. Donc, si jamais il y a des espaces de stationnement perdus avec compensation. Donc, c'est ce qui ressortait. Il y a un scénario 2. Bon, il y avait 4 personnes qui étaient, eux, davantage pour le scénario 2 en disant, bon, il faut laisser la chance aux coureurs. Il y a réellement là une chance il y a un besoin je peux vous dire les 4, là. Moi, j'en suis un, il y en a un ici, il y en a un autre là, et madame qui était là. Donc, si on doute, voilà, on était 4. Tout en disant, attention, il y a peut-être moyen de gagner sur les deux terrains et de travailler ce scénario-là 2 pour qu'on ait du verdissement, qu'on ait une meilleure mobilité et que tout ça fonctionne ensemble et qu'on conserve du stationnement. Et là, on va vous expliquer comment ça pourrait fonctionner. On part de l'idée que c'est une rue partagée. Donc, on tombe dans une rue, on va circuler à 20 km/h. On a un problème de mobilité parce qu'actuellement, les trottoirs sont surélevés avec des chaînes, des bordures de trottoirs beaucoup trop hautes. Donc, si on est avec une poussette là-dessus, si on est avec une marchette là-dessus, c'est impossible de passer rapidement du trottoir à la rue. À partir du moment où on abaisse le trottoir, qu'on fait une bordure très, très petite avec une pente, comme ça se fait beaucoup sur la rue Sainte-Madeleine à plein d'endroits, on en arrive à une situation où on va facilement du trottoir à la rue. Donc, puisque la rue est partagée, ça ne pose plus de problème. Et il n'y a pas des voitures mur à mur parce que partout, il y a des entrées de garage qui font qu'il y a des ouvertures et on peut facilement passer d'un à l'autre. Donc, on a la mobilité souhaitée. On n'est pas obligé d'avoir des trottoirs ultra larges. On peut avoir ça parce qu'on a la rue. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un trottoir surdimensionné? Donc, on gagne en mobilité. On peut garder le stationnement et on peut aller chercher aussi des bandes de plantation le long du mur parce qu'ils n'ont pas besoin d'être larges. Ils peuvent être limités seulement à la largeur du perron. Le perron, c'est suffisant pour avoir ça, c'est suffisant pour planter et c'est surtout suffisant pour avoir des plantes grimpantes qui, elles, verdissent un mur au complet. Donc, c'est une forêt verticale qu'on vient de créer. Donc, tout ça, on le fait en ne perdant pas le stationnement, en gagnant sur tous les tableaux. Donc, ça, c'était un scénario, le scénario proposé, là, en tout cas, on en a parlé ensemble et ça pourrait être une chose à explorer. Pour ce qui est de la bande de verdissement le long des maisons, bon, ça peut être large. Donc, si les stationnements sont élevés, doit être compensé en espace. Nous, on en a parlé. Pour ce qui est des propriétaires d'immeubles, êtes-vous ouverts aux plates-bandes? Bon, certaines personnes l'étaient, d'autres non. Ce qui s'est dégagé un petit peu de ça, c'est de dire oui, s'il y a des plates-bandes, c'est la ville qui devrait s'en occuper parce que les gens ont dit il y a des endroits où les gens ne s'en occupent pas. Par contre, le propriétaire devrait pouvoir dire à la ville, moi, ça m'intéresse de m'occuper de ça, donc laissez-moi la charge de le faire et je le fais. Donc, c'est un peu comme ça. C'est beaucoup Saint-Olivier dont on a parlé. Bon, fondamentalement, Philippe Dorval, ça se ressemble. La différence, c'est que Philippe Dorval n'est pas prévu pour être partagé. Donc là, la solution là, devient un petit peu plus difficile à concrétiser. Il a été souligné pour Philippe Dorval que c'est une rue qui avait quand même beaucoup d'actions parce que l'escalier qui mène directement là, donc il y a une circulation piétonne quand même non négligeable.
Et il y a aussi quand même pas mal de voitures parce qu'il y a des gens qui coupent là, pour aller du transit, pour aller chercher Abraham. Donc là, il y a un petit peu un conflit. Peut-être qu'étant donné l'importance de l'escalier, il faudrait même voir si le partagé ne serait pas applicable là, compte tenu de ça, de l'escalier. Ça résume grosso modo la chose, je pense. Les stationnements, je pense qu'on en a parlé. Oui, il y en a parlé au début. Oui, Oui, il en a parlé. j'ai parlé du pronom. Les coupons. Ah, il y avait aussi une question de dire ça prendrait peut-être éventuellement des coupons pour sur un visiteur qui est là pour être capable de permettre aux gens de se stationner dans un scénario là, où tout devient réservé aux gens du coin sans que ça devienne un marché noir de coupons. Là. En tout cas, il y a peut-être une façon. Et il y a eu aussi une chose qui a été soulignée pour un porte-cochère, de dire qu'il y a peut-être une vérification à faire là, quand il y a interdit de se stationner à certains endroits. Est-ce que ces porte-cochères-là sont réellement utilisés ou non? C'est juste les gens qui se réservent un espace en permanence. Et peut-être une petite réflexion également sur le fait qu'on s'en va vers une électrification totale des véhicules dans pas grand temps et qu'il va falloir, dans les aménagements de rues et de trottoirs, penser que demain matin, on va tous être avec des véhicules électriques et il va falloir se brancher à quelque part. Merci pour toutes ces réflexions. Alors, on serait prêt d'aller avec le groupe en ligne. Alors, Héloïse, est-ce que tu peux nous dire qui va faire la présentation? Oui, alors on a Pascaline Lamarre qui a généreusement accepté, un peu sous la contrainte, là, de faire le rapport de notre sous-groupe. Donc, je lui laisse la parole pour vous partager ce qui a été discuté. Oui, merci. Alors, pour aller de manière très résumée, ce qui ressortait de notre groupe de discussion, c'est vraiment si c'était possible d'aller plus loin, on pourrait aller plus loin. En ce qui concerne la rue Saint-Olivier, pardon, donc on avait une nette préférence pour le scénario 2 en termes de sécurité, de circulation apaisée, de verdissement. C'était vraiment ce qui était le plus satisfaisant. On avait éventuellement des demandes pour s'assurer que ça puisse permettre d'ajouter plus de verdissement. Évidemment, là, tant qu'on ne connaît pas tous les intrants, c'est difficile de se prononcer, mais plus il y aura de possibilités de planter des arbres, même si on doit perdre des cases de stationnement, mieux ça serait. Donc, ce qui ressortait de la façon de comment améliorer le projet, c'était vraiment d'être plus agressif sur le verdissement, agressif entre guillemets, évidemment, et en termes de sécurité aussi, de s'assurer que ça puisse permettre de gérer la circulation de transit. Je m'excuse, j'ai des chats qui commencent à se battre derrière moi. Pardon. En ce qui a trait à la rue Philippe Dorval, oh mon Dieu, pardon. Donc, là encore, on voulait privilégier un scénario 3 qui impliquerait de tendre vers une rue partagée en changeant le revêtement au sol, pour que ça puisse permettre d'apaiser la circulation et d'avoir une couleur plus pâle pour aider à lutter contre les îlots de chaleur. Et ça permettrait de faciliter la circulation en vélo également. Et donc, si on peut avoir plus de verdissement, qu'on y aille également. Quelques enjeux qui ont été mentionnés par les personnes qui étaient dans le groupe, des enjeux de sécurité sur Philippe Dorval parce qu'on a beaucoup de camions qui actuellement restent coincés aux intersections et il y a des problématiques sur les sorties des sorties de garage. L'autre enjeu qui est ressorti, peu importe les rues, c'est la question du stationnement. Donc, prioriser le stationnement pour les résidents. Évidemment, il reste l'enjeu des visiteurs, l'enjeu du stationnement pour les systèmes d'autopartage. Donc, d'essayer dans la réflexion plus globale sur le stationnement à l'échelle du quartier, d'avoir une diversité dans les modalités d'application des règlements et de favoriser justement le fait que on ne devienne pas un quartier comme le Vieux-Québec. Donc, que les résidents puissent encore avoir du stationnement, mais que c'est ça, qu'on ne se fasse pas envahir non plus par les touristes. Et donc, les priorités qui ressortaient vraiment pour tout le monde, c'était tout ce qui est verdissement, canopée, la sécurité et le stationnement, mais plus dans une perspective de réflexion globale sur le stationnement, pas nécessairement de conserver absolument toutes les cases de stationnement. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, on revient en salle. Donc, on a 2 autres tables. Est-ce que quelqu'un souhaite? Vous voulez y aller? Allez-y, madame. Oui, alors ça revient un peu à ce qui a été dit. Moi, Est-ce que vous pourrez nous dire votre nom, s'il vous plaît? Jacqueline Bouchard. Bonsoir. Bouchard. J'étais en train de mettre de l'ordre dans les idées. Je t'ai mandatée pour écrire, mais pas pour être modératrice, puis il y a eu beaucoup d'idées. Alors, je n'ai pas fini de mettre de l'ordre, mais ça revient un peu à ce qu'on a dit. Bon, on ne s'était pas rendu jusqu'aux vignes grimpantes. J'ai trouvé ça très joli. C'est très, très bien. Alors, bon, oui, le scénario, oui, pour la rue Saint-Olivier, c'est majoritairement pour le scénario 2. La rue Philippe Dorval a été un petit peu effleurée, bien que Madame nous ait rappelé de ne pas l'oublier. Bon, c'est partagé. C'est à un moment donné scénario 1, après scénario 2, c'est pas... Mais en gros, on avait dit à un moment donné que ce n'était pas tellement envisageable la rue partagée au point de façon similaire à la rue Saint-Olivier pour la rue Philippe Dorval. Mais tout le monde est d'accord, évidemment, pour la vertu, le verdissement, puis tout ça. Mais donc, ce qui a été souligné, c'est la difficulté d'accès pour la rue Saint-Olivier, d'éviter de mettre à l'entrée Salaberry Saint-Olivier, d'éviter de mettre du mobilier qui qu'est-ce que je ne me souviens plus de ce qui était. Oui. Pour la rapidité, oui. C'est parce que si vous voulez rajouter... Oui, est-ce que mon micro fonctionne? Oui, parce que si vous voulez rajouter des choses, ce serait important soit de le répéter, soit que vous me dites au micro pour les gens en ligne, puis pour l'enregistrement, c'est tout. Donc, de le répéter. Quand quelqu'un parle à la table, non, c'est ça. Parce qu'il n'entend pas, OK. Non, c'était simplement, d'accord, oui. Merci. On a parlé de la dangerosité de l'intersection quand on tourne sur la rue Saint-Olivier à partir de Salaberry. Au niveau, on a suggéré de mettre peut-être on va au-delà, dans les idées qu'on a rajoutées, là, qui n'étaient pas prévues strictement en réponse au point, d'ajouter pas des dos d'âne, mais des intersections, une surélévation de la chaussée au niveau des intersections, surélévation qui ne concerne pas les piétons, mais le dénivelé uniquement pour les voitures. On a aussi l'hiver. Le déneigement l'hiver, ça a été beaucoup discuté au niveau du scénario 2. Par exemple, on a suggéré de plutôt élargir l'autre côté. Dans le scénario 2 pour la rue Saint-Olivier, d'élargir l'autre côté que celui qui est suggéré, parce que les gens qui habitent sur Saint-Olivier ont remarqué, pour l'avoir vécu, que c'est un côté qui est mieux déneigé par les chenillettes l'hiver. En tout cas, c'est une question de... Je ne sais pas si les gens sont droitiers ou gauchers, mais en tout cas... c'est ça. Et puis, je veux rien oublier, là. Le déneigement l'hiver, OK. Alors, ça serait important important dans les scénarios 2 oui, on est revenu là-dessus, de marquer une démarcation entre le trottoir et la chaussée pour pas que les piétons, comme quelqu'un l'a mentionné, faisant comparaison avec la rue Soto-Matelot, que quand tu arrives avec une rue où c'est vraiment pavé, qu'il n'y a pas de dénivellation, tu te demandes, tu es encore moins en sécurité comme piéton, tu te tasses parce que tu as l'impression que c'est toute la rue qui appartient aux voitures. OK. Dans la question d'une vision globale de cet aménagement-là, on s'est posé quelques questions, à savoir quand viendra le temps c'est déjà une interrogation, quand ça sera fait au niveau de la rue Saint-Olivier puis de la rue Philippe Dorval,
Les autres quartiers, que vont-ils dire? Est-ce qu'ils vont dire « Hey, on n'en veut pas parce que toutes les autos qui étaient là-bas sont rendues chez nous, donc ça enlève du stationnement. » C'est sûr que le stationnement, même pour ceux qui n'ont pas de voiture, c'est un problème, comme l'a mentionné la dame avec les coupons, ou c'est vous, je ne sais plus. C'est que, et pour nos invités, quand on a des invités, c'est un problème. On s'est demandé au niveau d'une vision globale la chose, est-ce que la Ville, à un moment donné, va prévoir de réglementer les Airbnb? Est-ce qu'elle va prévoir peut-être de limiter les vignettes à une adresse seulement? Et parce que là, c'est ça, on fait tout ça petit bout par petit bout de quartier, mais au bout du compte, le fameux stationnement qui est supposé, si, comme dans la ville de Montpellier, on a éliminé les voitures du centre-ville, elles sont toutes en périphérie, mais il y a des moyens, il y a le tramway, le train, les autobus, puis des stationnements périphériques qui sont aménagés pour ça. Là, si on fait ça petit bout par petit bout, on va mettre tous les autos en attendant que tout ça soit fait parce que, bon, voilà, on sait que des fois, ça peut être long. Fait que, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai rien oublié, hein? C'est ça, les bacs à fleurs. Ah oui, les bacs à fleurs, l'hiver aussi. L'hiver, en tout cas, on s'est posé des... Ah, les bornes électriques qui font partie de la vision globale aussi. Voilà. Alors, ça rejoint un peu globalement ce qui a été dit. Merci. Parfait, merci beaucoup. Puis je pense que M. Lachance voulait intervenir un peu sur le déneigement. Oui, bien, en tant que responsable du déneigement à la Ville de Québec, bonsoir, c'est moi. Je suis un humain, ce n'est pas une machine. Vous dire, effectivement, le déneigement est toujours un enjeu dans les quartiers centraux. Le stationnement est une des variables les plus importantes pour notre capacité de déneiger. Et même, on parle d'avant d'enlever la neige, donc de gratter, notre opération de grattage. S'il y a des voitures qui sont stationnées le long des trottoirs, nos machineries n'ont pas l'espace pour être capables de passer. Donc, par exemple, dans le scénario 2 que vous avez où il n'y a pas de stationnement d'un côté, puis en plus, c'est le côté où il n'y a pas de poteau électrique, bien, nécessairement, pour nous, c'est un highway qu'on est capable de gratter facilement pour la circulation piétonne. Donc, nous, c'est un intrant là, dans lequel on travaille pour dire comment on peut déneiger autrement. C'est par des aménagements qui nous permettent effectivement d'avoir accès avec une bonne largeur, puis ça permet aussi un élément plus sécuritaire à cet effet. Oui, Mme Mélissa Coulon-Leduc. Peut-être en complément pour répondre aux questions là, sur la vision globale, toute la question des vignettes, ça fait partie des éléments qui sont en réflexion là, dans la révision de la politique du stationnement là, à la Ville de Québec. C'est un chantier sur lequel on veut plancher là, incessamment. Puis aussi la question de la réglementation là, au niveau de l'hébergement touristique. Merci beaucoup. Alors, il reste une dernière table. Bonsoir. Bonsoir, Claude Durocher, donc résidente du quartier Saint-Jean-Baptiste. J'espère que je vais faire aussi bien que mes voisins qui ont parlé précédemment. Sûrement. Donc, nous, une des plus grandes préoccupations, c'était la circulation sur Saint-Olivier. Puis cette préoccupation-là, c'est parce que l'intersection entre Salaberry et la rue Saint-Olivier n'est pas très sécuritaire pour les piétons et ou autres usagers comme les cyclistes. Donc, il y a beaucoup de monde qui rentre par le quartier par le biais de cette rue-là, ce qui fait qu'il y a énormément de circulation automobile de ce côté-ci. Donc, on suggère, tout le monde autour de la table semblait avoir un consensus pour suggérer d'inverser le sens unique entre Philippe Dorval et Côte de Salaberry pour qu'aucune voiture, donc ceux qui veulent rentrer dans le quartier ou aller sur la rue Saint-Olivier sur ce tronçon-là, fassent le détour par la rue Saint-Jean et descendre Philippe Dorval pour ensuite... Donc, c'est la suggestion. Tout le monde semblait être d'accord pour essayer de réduire justement la circulation automobile, rendre ça plus sécuritaire. On avait des avis partagés au niveau des scénarios 1 et 2 pour la rue Saint-Olivier.
principalement pour une question d'un côté du verdissement et de la sécurisation pour les piétons, et d'un autre côté, c'est pour le nombre de stationnements qui serait réduit avec le scénario 1. Donc, c'est ça, l'opposition donc, l'îlot de chaleur semble être une préoccupation d'un côté, et pour la circulation piétonne, donc avoir évidemment le scénario 2. Puis, scénario 1, c'était pour la réduction des voitures. Pour Philippe Dorval, c'était sensiblement les mêmes enjeux, donc je ne sais pas comment donc, verdure davantage, privilégier la verdure de haute grande taille, donc des arbres de grande dimension, évidemment, quand il n'y a pas d'empêchement aérien. Puis, il y avait toute la question aussi, la réflexion au niveau du stationnement qui a été abordée, donc avec les coupons pour les invités. Et aussi favoriser comme donc avoir des espaces pour l'autopartage pour que ceux qui utilisent ce service se soient beaucoup plus encouragés et donc facilitant parce qu'il y en aurait à plusieurs endroits dans le quartier. Merci. Merci beaucoup. Puis je vais vous inviter de laisser toutes vos notes là. Nous, on va essayer de tout regrouper ça. C'est sûr qu'on a pris des notes, c'est enregistré, mais toutes les notes là, ça va nous aider là, de compléter le tableau. Alors, merci encore de vous avoir prêté à cet exercice que je trouve très enrichissant. Donc, je vais laisser le mot de la fin à M. Pierre-Luc Lachance. Très rapidement, vous dire, une soirée comme ça, c'est une soirée riche parce que nécessairement, moi, je n'habite pas le quartier. Bon, Mélissa, ma collègue qui s'est jointe à nous, l'habite. Mais d'avoir votre vécu, il y a des gens que ça fait 40 ans qui sont dans le quartier, d'autres qui sont plus récemment implantés. Nous, ça nous permet d'avoir une bonne compréhension de comment vous vivez ce quartier-là, comment on peut le réfléchir à améliorer la qualité de vie pour vous. C'est une créativité de groupe qui est très riche et qui va servir d'intrant pour l'étude des travaux par Jean-Philippe et Jean-François particulièrement, que je salue, et Frédéric aussi, bien entendu. Merci, messieurs, de vous être prêtés à l'exercice. C'est très apprécié. Je pense qu'ils méritent une belle main d'applaudissements. Et merci à Christina, Héloïse et Marie-Sophie, pas Marie-Sophie, excusez, Sophie tout court, qui était en ligne. Donc, Christina pour l'animation, encore une fois, une main de maître. Et on vous souhaite, comme on vous l'a dit tantôt avec l'échéancier, aujourd'hui, c'est une première rencontre. On va continuer le travail. On va revenir vous proposer des éléments pour la suite. Et bien entendu, sachez que tout ce qui est ingénierie, qu'est-ce qui va amener, par exemple, ceux qui veulent refaire leur entrée d'eau, ceux qui pensent refaire l'isolation de leur fondation et tout. C'est des bons moments, ces grands travaux-là, pour bien synchroniser le tout. Donc, vous voyez l'échéancier prévu à ce jour. Donc, vous pouvez déjà commencer à regarder ça au niveau personnel. Donc, merci de votre présence et un bon retour à la maison. Merci. Bon. Oui. Non, je me disais, non? Non, c'est bon. Bonne Bon, soirée. Merci pour votre Bonne soirée à tout le participation. monde.